Hey, comment ça va? Hey, salut à tous, c'est Vinka. J'espère que... Quoi? Ouais, t'as totalement raison. Je crois qu'il était temps de tourner la suite de Back to the Retro Game. La série en a pris un sacré coup niveau timing quand même. C'est moche. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en effet, la série en a pris un coup niveau timing, vu que la série Back to the Retro Game est prévue en 6 épisodes. 6 épisodes, et le dernier, bah ça doit faire 2-3 mois qu'il a été tourné. Je suis désolé, je suis pas très sérieux, mais ça montre que dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Et malheureusement, bon bah voilà, avec l'emménagement dans le nouveau studio, les péripéties de la vie, j'ai envie de dire, bah ça a pris un peu plus de temps que prévu, je suis désolé, mais on va rattraper ce retard immédiatement. Alors oui, si tu es nouveau sur la chaîne, tu te demandes, mais attends, t'es qui Vinka déjà d'une? Et qu'est-ce que tu racontes là avec Back to the Retro Game? En fait, Back to the Retro Game, c'est une série de vidéos que je voulais faire sur la chaîne. En fait, ça va nous plonger dans l'univers vidéoludique, dans les souvenirs vidéoludiques. On va parler des consoles sur lesquelles j'ai joué, et j'ai sélectionné 2-3 jeux. On a déjà fait une vidéo sur la 2e et la 3e génération de consoles, la 4e et la 5e génération de consoles, et là, on arrive à la 6e génération de consoles. Donc si t'as pas vu les autres, je te conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, ça rappelle de bons souvenirs. Maintenant que tout ça est dit, écoute, prends ton tuba, car on va plonger dans les souvenirs vidéoludiques. C'était naze ça, non? Et pour cette 6e génération de consoles, on va commencer avec une console mythique, la dernière de Sega. Mais bien évidemment, la Dreamcast, la console Sega Dreamcast, la toute dernière que Sega a réalisée. Alors sur cette console, il y a eu des jeux mais mythiques, Daytona USA, Jet Set Radio, les Sonic notamment, mais on va parler de d'autres jeux justement. Et celui qu'on va parler, il est méga cool, Jet Set Radio. Alors j'ai l'air d'un idiot si tu connais pas, mais Jet Set Radio c'était un jeu de graffiti et de roller qui était mortel. Bon, allez, je vous délivre une petite info perso, je m'étais mis au roller. Alors je faisais pas des figures extraordinaires, mais justement Jet Set Radio, bah, il m'a fait rêver ce jeu, et c'est peut-être pour ça que j'aimais bien, peut-être parce que je faisais du roller. Jet Set Radio sorti en 2000. Non mais attends, faire du roller, faire des tags dans un monde en cel shading, ça le fait grave, non? C'est un peu has-been ce que j'ai dit. Comme je l'ai dit, le jeu propose des graphismes en cel shading et un univers musical mêlant électro, hip-hop et rock hyper dynamique. Jet Set Radio est considéré comme culte, particulièrement pour les fans de Sega. Malheureusement, le jeu est un échec commercial, comme pour la Dreamcast, alors que les critiques lui sont très positives. C'est un excellent jeu. Le jeu ressemble d'une certaine manière au jeu de sport extrême, car le joueur doit parcourir diverses rues en roller en effectuant des figures de style. Le but principal de Jet Set Radio est de taguer les rues des quartiers des deux villes semi-fictives. Alors moi, ce que j'adorais dans ce jeu, c'était la mécanique. En effet, pour faire des tags, il fallait faire des mouvements avec le stick analogique, des demi-cercles, des mouvements un peu en zigzag, etc. Et des fois, bah, ça faisait un peu de stress parce qu'on entendait la police qui arrivait derrière et on s'arrêtait en plein milieu du tag. Franchement, c'était une excellente mécanique. Jeu suivant, et bah ça va en surprendre plus d'un parce que c'était un jeu de sport, c'était Virtual Tennis 2. Et bah ouais, je jouais un petit peu en sport, en tout cas un tout petit peu, hein. Mais j'adorais ce jeu Virtual Tennis, j'y ai passé des heures, et je rappelle que ce jeu est sorti en 2001. Virtual Tennis 2. Alors pourquoi il m'a marqué? Eh bien déjà, je n'avais pas tant de jeux que ça sur cette plateforme. Et je trouvais Virtual Tennis tellement bien fait à l'époque, il était clairement réaliste avec de très beaux graphismes. Le système de jeu de ce second opus reprend les bases posées par le premier Virtual Tennis. 3 boutons suffisent pour jouer, ça suffit tout simplement, puisqu'on peut faire la totalité des actions, tout ce qui est lob, amorti et frappe, juste avec 3 boutons. Une pression plus ou moins longue sur différents boutons influencera la puissance des frappes. Petite nouveauté, Virtual Tennis 2 permet, contrairement à son prédécesseur, de sélectionner des personnages féminins, dont les sœurs Williams qui officiaient au moment de la sortie du jeu. On nous proposait 3 modes, le mode arcade, le mode exhibition et le mode World Tour, qui correspondait à une sorte de tournoi avec son personnage personnalisé. Et j'étais pas si noob que ça sur ce jeu, je vous garantis, j'étais même assez balèze. Faut dire que j'ai passé beaucoup d'heures. Encore une fois, par le manque de jeux sur cette plateforme, j'en avais pas des masses à l'époque, et les jeux coûtaient encore assez cher. Bon, je regardais pas Roland Garros, mais qu'est-ce que j'ai pu jouer à Virtual Tennis 2?
Et voilà, ça conclut cette fameuse console, la fameuse Dreamcast. Alors, je répète, hein, j'insiste avec ça, si vous en avez une dans votre collection, gardez-la précieusement. C'est quand même la dernière de Sega, c'est pas rien, donc je te conseille vivement de la garder. Mais tiens, si on allait voir ce qui se passait du côté de Sony, c'est parti. Bien évidemment, eux ils sont logiques, Sony, après la PlayStation 1, forcément, on avait la PlayStation 2. La PlayStation 2 et un jeu très sympathique que je voulais vous parler, c'est Time Splitter 2. Alors c'est marrant parce qu'il regroupe un petit peu le thème de cette vidéo, c'était des voyages dans le temps et un jeu de FPS. Découvrons ça ensemble. On ouvre le bal avec, comme je l'ai dit, ce FPS qui m'a fait cramer plusieurs heures de ma vie, ainsi que de nombreux après-midi avec les potes, notamment avec Marcus 27500. Time Splitter 2, sorti en 2002, un excellent jeu qui permet de faire de super parties multijoueurs, ainsi qu'un mode solo aux petits oignons, j'ai envie de dire, grâce à une superbe histoire. Cet épisode a apporté ses lettres de noblesse à une série entamée de Time Splitter qui avait commencé en 2000, au lancement de la PlayStation. L'histoire de Time Splitter 2 est du même style que celui de Time Splitter. Il est scénarisé et comprend une douzaine de cinématiques. L'histoire principale se déroule en 2401, ah ouais, rien que ça. Mais les niveaux du jeu se passent à diverses époques. Les Time Splitters menacent de détruire l'humanité à l'aide de cristaux temporels, et le sergent Cortez et son ami caporal Hart sont envoyés les récupérer pour empêcher les Time Splitters d'accomplir leur plan. Ce qui fait que l'on voyage à plein d'époques, ce qui a apporté une variété de personnages et de styles très gratifiantes. Des robots, des gangsters et même des zombies. Un sacré mélange. Le mode arcade de Time Splitter 2 est le mode le plus riche du jeu. Il permet de jouer seul ou à plusieurs à des niveaux indépendants ou inspirés du mode histoire. Ce mode de jeu est facilement comparable au multijoueur de GoldenEye 007 de la Nintendo 64. Si un jour tu veux faire des parties rétro gaming, je te conseille Time Splitter 2, même que le mode histoire, il est incroyable. Et si t'as l'occasion de jouer avec des potes en mode multijoueur, parce que à l'époque il n'y avait pas en ligne, hein, c'était que du local, franchement je te le conseille grave parce que les parties sont vraiment incroyables et tu passes de super bons moments. Pour le prochain jeu, je parlerai plutôt d'une série de jeux. Je sais pas si vous reconnaissez ça, Burnout, la série Burnout, l'un des meilleurs jeux de voiture de tous les temps selon moi. En tout cas, moi, c'est l'un des jeux que j'ai surkiffé en matière de voiture. Alors perso, je l'ai découvert sur la Nintendo GameCube, puisque la série des Burnout a commencé en 2001. C'était totalement incroyable la sortie de Burnout. Je m'en rappelle encore, en allant chercher mon jeu à la boutique du coin, on le testait pour la première fois avec un pote. Un super bon souvenir, c'était le premier jeu où si tu décollais les yeux de la route à peine une seconde, tu te prenais un accident à coup sûr. Burnout est une série de jeux vidéo qui propose aux joueurs de conduire des bolides surpuissants au sein des villes à fort trafic. Burnout n'est pas une simulation automobile comme Gran Turismo, mais privilégie plutôt le côté arcade, ce qui justifie que les commandes sont simples et accessibles à un large public. À travers ces images, et surtout à l'heure d'aujourd'hui j'ai envie de dire, on se dit ça va, c'est pas très compliqué, ça va pas si vite, mais sérieusement pour nous à l'époque ça allait super vite, et esquiver le trafic urbain devient un véritable défi. Petit bémol pour Burnout 1, il n'y avait pas énormément de véhicules jouables. Ce qui a été très vite corrigé avec la suite des Burnout, notamment Burnout 2, puisqu'il présente 14 nouvelles voitures dont 7 inédites. Dans la série des Burnout, on avait également une jauge de boost, et pour la remplir, il fallait soit rouler à contresens sans toucher d'autres véhicules, faire des dérapages contrôlés et sortir des murs, donc du coup des drifts, frôler d'autres voitures et faire des sauts. Contrairement au premier opus, la bande-son a été totalement révisée, et franchement ça fait du bien, parce que dans le premier opus c'était un peu des musiques genre film d'action, mais film d'action bas prix, tu vois, genre que Burnout 2 ainsi que les autres auront droit à des musiques plus rythmées et dynamiques. Je classe facilement la série Burnout comme étant l'une des meilleures séries dans le monde des jeux vidéo de voitures en tout cas, mais malheureusement je m'en suis un peu détaché avec les années. Faut dire qu'il partait assez loin, ça devenait un peu what the fuck, et la concurrence devenait de plus en plus dure. Dommage. Pour le prochain jeu vidéo, alors je vais vous parler plutôt d'une série, encore une fois, de jeux vidéo. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais je suis un très grand fan de catch, notamment de la WWE. Mais à l'époque, quand j'étais fan, c'était pas autant développé qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était même assez rare la WWE. Alors si je devrais choisir un jeu à vous présenter sur cette console, ça serait SmackDown vs Raw 2011.
J'ai joué à tellement de jeux WWE que je ne saurais même pas les compter. Et il faut pas compter les heures non plus. Je pouvais passer une après-midi entière juste à faire un personnage. De super systèmes de physique étaient présents dans le jeu. Et pouvoir incarner les stars que l'on voit à la TV, c'est juste incroyable. Revivre des matchs d'anthologie et essayer de modifier l'histoire originale. Ce qui me passionnait le plus dans cette série, en dehors d'être avec ses potes sur le canapé et se foutre sur la tronche, c'était le mode création et carrière. En effet, on pouvait créer son personnage de toutes pièces, mais quand je dis de toutes pièces, on pouvait tout personnaliser, que ce soit le physique, la gimmick, l'entrée ou encore les prises. Le mode carrière était tout aussi incroyable, pouvoir faire monter son personnage au titre suprême, un parcours long, périlleux, mais tu étais tellement content quand tu décrochais le titre suprême, que ce soit champion de la WWE ou World Heavyweight Champion. Et à l'instant d'aujourd'hui, eh bien je me suis complètement désintéressé des jeux WWE. Pourquoi? C'est parce que maintenant c'est devenu accessible au grand public, c'est-à-dire qu'il y a moins de sang et moins de sexe. Quand j'ai connu la WWE ou la WCW ou WWF, ce sont que des fédérations de catch, bah c'était un peu plus violent. Et malheureusement à l'heure d'aujourd'hui, bah c'est beaucoup moins violent et moins intéressant quand même. En tout cas c'est ce que je pense. Et ça conclut donc la PlayStation 2, un vrai bijou cette console aussi. Et au lieu de continuer dans les consoles de salon, si on allait voir plutôt ce qui se passait dans les consoles portables. Comme je l'ai souvent dit, console portable rime avec console Nintendo. La Game Boy et la Game Boy Advance SP, des consoles mythiques, en tout cas dans le monde des consoles portables. Et quand une console portable Nintendo sortait, on attendait un jeu en particulier. Bien entendu, les Pokémon, avec Pokémon Ruby et Saphir, après avoir fait Pokémon Rouge, Pokémon Bleu, Pokémon Jaune, Pokémon Or, Pokémon Argent, eh bien on attendait énormément ce Pokémon Ruby qui est sorti en 2003. Pokémon Ruby et Saphir ont surtout reçu des critiques positives, bien que les tests avaient été divisés à propos de l'évaluation des jeux, en particulier sur le système de jeu et les graphismes. La plupart des critiques négatives soulignent que le système de jeu a très peu évolué depuis les précédentes générations. Cependant, il demeure quand même des succès commerciaux, avec environ 16 millions d'exemplaires vendus et sont même la meilleure vente des jeux Game Boy Advance. Cette troisième génération apporte quand même son lot de nouveautés. Les graphismes sont nettement améliorés par rapport aux jeux précédents. Il peut y avoir des combats 2 contre 2. Certains dresseurs envoient 2 Pokémon au lieu d'un seul, donc du coup il faut changer un peu sa tactique. 202 Pokémon sont présents dans le jeu. En fait, 200 sont capturables, dont 135 nouveaux, augmentant ainsi le nombre total de Pokémon à 386. Les Pokémon ont également une personnalité. Ils peuvent être timides, malins, hardis, qui influent leur intelligence et leur force indépendantes et leurs statistiques au combat. De nouveau avoir les Pokémon dans sa poche, c'était hyper agréable. L'aventure était extraordinaire, mais comme toujours, ils ont été beaucoup trop loin. Je sais même pas combien de Pokémon ils sont à l'heure d'aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, si t'as une idée par rapport à ça, si tu sais combien il y a de Pokémon en tout, n'hésite pas à l'inscrire dans les commentaires. Et on va parler d'un icône dans le monde du jeu vidéo qui a connu son heure de gloire, Bomberman, avec Bomberman Tournament, sorti en 2001 sur la Game Boy. Les puristes du monde du jeu vidéo connaissent Bomberman et l'excellente mécanique des bombes dans des niveaux quadrillés. Par contre, l'histoire est loin d'être ouf, puisque de toute façon la mécanique reste la même. Par contre, les boss de ce jeu sont très sympas et très variés. Le jeu présente 2 modes de jeu, une aventure où Bomberman doit enquêter sur la disparition de son ami, et un autre bataille, jouable à plusieurs ou en solo, contre l'intelligence artificielle. C'est principalement le second mode que j'ai apprécié le plus. Le créateur fixe les règles du jeu, choisit une arène parmi les 8 disponibles, qui ont également une influence sur les mécaniques. Une arène présente des tapis roulants, une autre permet de se téléporter. Une fois la partie lancée, chaque joueur commence dans un coin de la carte. Pour pimenter un peu la partie, il y avait aussi des bonus qui pouvaient améliorer la vitesse de déplacement, le nombre de bombes qu'il est possible de poser simultanément, ou bien constituer des pénalités. Ce qui était cool, c'est que lorsqu'un joueur était éliminé, son avatar était placé dans un chariot sur les côtés de l'arène et il pouvait lancer des bombes sur le terrain de jeu. S'il arrive à toucher un joueur dans l'arène, il est ressuscité et peut revenir dans le combat. Je pense notamment que ce style de jeu n'est pas du tout adapté pour les consoles de salon. L'intérêt, la force de ce jeu, en tout cas de Bomberman Tournament, c'est que t'as 15 minutes, tu sais pas quoi faire, t'attends ton bus, tu sors ta Game Boy, en quelques secondes t'es dans la partie et tu t'éclates. C'est ça l'intérêt du jeu. Ghostbusters!
Oui, personne connaît les paroles après. SOS Fantôme, et oui, Extreme Ghostbuster Code Ecto 1. Le nom rallonge, hein, c'est clair. Il est sorti en 2002 sur la Game Boy Advance et j'étais hyper fan de ce jeu. Alors tout le monde n'a pas connu ce jeu, mais moi je l'ai adoré, malgré qu'il a reçu quelques critiques négatives. La majeure partie du jeu est de la pure plateforme horizontale, où vous pouvez alternativement diriger l'un des deux héros jouables. On avait soit Killy, qui peut effectuer des doubles sauts, pour franchir des gouffres les plus larges, poser des pièges, et tirer en sautant à l'aide d'une mitraillette peu pratique. Et on avait également Eduardo, qui possède des bombes à slime, et il est armé d'un fusil à énergie très utile, puisqu'il est capable de tirer en continu. Bref, l'alternance des personnages est plus là pour des questions de licence que pour de véritables intérêts ludiques. Graphiquement, l'ensemble est plutôt joli, coloré et bien animé. L'ergonomie de Extreme Ghostbuster Code Ecto 1 est très classique, tout comme l'architecture des niveaux sans grande saveur. Bref, comme dans d'innombrables jeux de plateforme, on casse de l'ennemi, on saute, on se gave de bonus et on explore. Comme vous l'aurez compris, ce jeu était assez décevant. Il a reçu pas mal de critiques négatives, mais moi il m'a marqué parce que je me suis bien éclaté dessus. Et je suis sûr que toi aussi t'as des jeux qui étaient bien pourris, mais qui t'ont marqué en fait, où tu t'es éclaté quand même bien dessus. Par contre, bon, l'inconvénient des consoles portables, c'est qu'il n'y avait pas de système de sauvegarde. Donc quand tu perdais toutes tes vies, eh bien tu recommençais à zéro. Et ça conclut la petite console portable. Voyons voir plutôt ce qui se passait toujours chez Nintendo, mais côté console de salon. Que c'était dur de choisir des jeux sur cette plateforme, en tout cas 3 jeux que je voulais vous parler, parce que c'était ma chouchoute comme je vous l'ai déjà dit, je surkiffais la Nintendo GameCube, alors donc je m'excuse auprès de Pikmin, mais je vous ai pas choisi, j'en ai choisi 3 autres. Oh my god, que ça fait plaisir de voir Luigi en héros cette fois, et non pas en second j'ai envie de dire. Mario s'est fait piéger, et c'est bien fait pour sa tronche. Comme vous l'aurez remarqué, je préfère Luigi à Mario, alors quand Luigi Motion est sorti sur la Nintendo GameCube en 2002, j'étais hyper content. Le jeu retrace les aventures de Luigi dans un manoir qu'il a gagné lors d'un concours auquel il n'a jamais participé. Pour fêter l'événement, il invite son frère Mario à le rejoindre dans sa nouvelle demeure. Sur place, il apprend par le professeur Karl Tastroff que son frère a été enlevé par des fantômes. Luigi part alors secourir son frère en parcourant le manoir et en combattant les fantômes rencontrés à l'aide d'un aspirateur inventé par le professeur. L'Ectoplast 3000. Les graphismes étaient beaux, la mécanique du jeu intéressante, et il fallait trouver des points faibles chez les fantômes boss pour pouvoir les capturer. Notre Ectoplast 3000 s'améliorait en plus au cours de l'aventure, offrant de nouvelles armes et de nouvelles capacités. Et surtout, je ne me lasse pas d'entendre Luigi chantonner l'air de Luigi's Motion, ou encore appeler Mario Mario. Luigi's Motion a été assez bien accueilli par la presse spécialisée, bien que les critiques aient généralement pointé du doigt sa faible durée de vie. Le jeu s'est vendu à plus de 3,6 millions d'exemplaires et constitue le 5e jeu le plus vendu sur la Nintendo GameCube. Pour moi, c'est le jeu incontournable de la Nintendo GameCube, surtout que ce jeu a accompagné la sortie de la console, et il était temps de faire un coup d'air frais, un coup de nouveauté dans la série Mario, parce que ça tournait un petit peu en rond, et que Luigi sort de l'ombre de Mario, et ben c'est que du bon ça, c'était nécessaire, et c'était important selon moi. Avec le jeu suivant, on reste dans la série des Mario, et là ça va un peu contredire ce que j'ai dit juste avant, on va parler de Mario. Bon bah ouais, on a parlé de Luigi, maintenant on parle de Mario. Mais avec Super Mario Sunshine, sorti en 2002 sur la console, et celui-là, c'est une pépite, ça contredit tout ce que j'ai dit juste avant, mais enfin de la nouveauté avec Mario, et ce jeu est vraiment incroyable selon moi. Enfin de la nouveauté dans ce Mario, fini l'île aux champignons, fini le fait de sauter simplement sur des ennemis, enfin on a une arme qui a un beau clin d'œil à Luigi's Motion notamment, et au professeur Catastrophe. Cet épisode retrace les aventures du héros Mario sur l'île Delfino, accompagné de la princesse Peach et de Papy Champi, qui fait ici sa première apparition, et de quelques Toads. Pour ce qui devait être de simples vacances, il est de nouveau confronté à Bowser et Bowser Jr. qui fait lui aussi sa première apparition. Pour les empêcher d'accomplir leur plan, Mario se fait aider par Jerrycan expérimental Transformal, c'est-à-dire Jet, un appareil créé par le professeur Catastrophe que Mario porte sur son dos. Lorsque le jeu débute, l'avion de Mario subit un atterrissage mouvementé sur la piste d'atterrissage. Il découvre alors une substance mouvante qui a l'aspect d'une peinture.
Plus loin, il fait la connaissance de Jet, qui est en fait une sorte de pompe à eau. Ce Jet peut être considéré comme un outil par ses fonctions ou alors comme un personnage du fait qu'il parle et que le joueur a la possibilité de le contrôler par le biais de Mario. Ainsi, grâce à cette rencontre, Mario et Jet vont pouvoir nettoyer l'aéroport. Au fur et à mesure, on s'amuse à découvrir les nouvelles fonctionnalités de Jet, ce qui nous permet de nettoyer la ville des tags avec cet aspect de peinture visqueux laissé par un mystérieux anti-Mario qui est, attention au spoil alert, qui est Bowser Jr. On prend plaisir à utiliser l'eau de Jet dans toutes les circonstances et on en devient même accro à l'eau propreté. Super Mario Sunshine a connu un beau succès. En septembre 2009, les ventes sont estimées à 6,3 millions d'unités. Ce jeu Mario est réellement une bouffée d'air frais qui était nécessaire. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas eu de Super Mario Sunshine 2. C'est dommage parce que les fans auraient bien aimé la suite de cette série. Et notamment notre bon Jet, la petite pompe à eau là qui porte sur les épaules, et bien depuis on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et le prochain jeu, c'est encore un Pokémon, mais Pokémon sur une console de salon, Pokémon Colosseum, sorti en 2004 sur la console. Si j'ai tellement aimé cet épisode, je pense que c'est surtout parce que pour la première fois, ce n'est pas Pikachu qui est mis en avant, et l'univers est complètement différent par rapport aux autres jeux Pokémon. Pokémon Stadium sur la Nintendo 64 n'est pas étranger aussi à son succès. On attendait avec impatience un jeu qui fasse suite à cet opus. Mais c'est bien différent, et il est marqué par son ambiance sombre et son scénario plus mature. L'intrigue se passe dans la région désertique de Rhodes et met en scène deux organisations criminelles, la team Snatch et la team Ombre. Vous incarnez un ancien membre de la team Snatch qui trahit son gang pour sauver les Pokémon. La région n'est pas un monde ouvert. Quand le joueur sort d'une zone de jeu, il se retrouve alors sur la carte de la région et doit choisir entre les différentes zones qu'il a déjà visitées ou dont il a entendu parler. Les combats se déroulent comme dans les principaux jeux de la série Pokémon. À chaque tour, le dresseur peut faire attaquer son Pokémon, changer de Pokémon ou utiliser un objet. La sortie de Pokémon Colosseum suit celle de Pokémon Ruby et Saphir sur la Game Boy Advance, faisant ainsi intervenir les 386 espèces alors connues et exploitant les différentes nouveautés apparues dans le jeu, comme les combats en double. Parmi les critiques négatives sont souvent pointées du doigt le faible nombre de Pokémon capturables, le fait que le monde soit complètement fermé et sa faible durée de vie. A l'inverse, les critiques positives soulignent la prise de risque dans le scénario, la qualité des animations de combat, ainsi que l'environnement et les personnages. Les graphismes et les musiques reçoivent des critiques variables. Le jeu s'est vendu à 2,54 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait le 9e jeu le plus vendu sur cette console. Alors au moins ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est le côté un peu plus mature. En effet, le côté sombre, mature, ça a changé totalement et ça fait sortir un petit peu de la zone de confort de Pokémon. Et ce que je regrette, c'est l'absence de mini-jeux. Depuis Pokémon Stadium sur la Nintendo 64, on n'a pas revu de mini-jeux avec les Pokémon et je trouve ça bien dommage parce que ça pouvait concurrencer Mario Party. C'est peut-être pour ça notamment qu'il n'y a peut-être pas de jeu avec des mini-jeux avec les Pokémon. Je me suis mélangé là. Et ça conclut donc la Nintendo GameCube, mais il nous reste une dernière console à regarder. Et oui, la 6ème génération, il y avait quand même pas mal de consoles, et là une petite nouvelle, une petite nouveauté. Et oui, la 6ème génération de console fait l'arrivée de Microsoft dans le monde du jeu vidéo, avec la Xbox, première du nom, encore une fois qui est assez lourde quand même, je dois l'avouer, elle est assez lourde. Mais elle a été vendue comme étant le mariage parfait entre les consoles de salon et le PC. Alors, avec le premier jeu Xbox, je pense que ça va être des révélations. Ne me jugez pas directement, on va remettre les choses dans le contexte, je vous montre le jeu. Oui, ça peut être assez choquant. Dead or Alive Extreme Beach Volley, pendant que le focus m'embête. Alors, bon, avant de me juger, on est en 2003, donc on va remettre les choses dans le contexte, hein, ok? À cette époque, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Donc j'étais con, oui, ça c'est clair, mais surtout en pleine adolescence. Alors, j'étais très intrigué par le sexe opposé. Et c'est pour ça que je me suis mis à jouer à Extreme Beach Volley. Bah pour mater, allez, faut le dire, pour mater, faut être franc. Car avec ce jeu, pour mater, on pouvait mater à fond les belles demoiselles en maillot de bain 2 pièces. Et il y avait même un code triche que j'ai découvert lorsque j'ai fait des recherches sur le jeu pour les mettre toutes nues. Bon, ça j'ai jamais fait, Il y avait même des séquences où elles se doraient la pilule au soleil et on pouvait diriger la caméra où l'on voulait. Bon, plus sérieusement, c'est un épisode dérivé de la série Dead or Alive, du jeu de combat.
Le principe est très terre à terre. Zack invite les combattants du tournoi Dead or Alive sur son île, en leur disant qu'il organise un 4e tournoi Dead or Alive, alors sûrement en rapport avec le beach volley. Arrivés sur l'île, les filles n'ont plus qu'à passer 15 jours de vacances, tranquillou. Sur l'île, les filles peuvent jouer au volleyball, mais aussi à divers jeux de plage. Mais la principale activité du jeu est de prendre les filles en photo dans plusieurs poses. Les matchs de volley ne sont pas super élaborés. Que 2 touches pour pouvoir jouer suffisent largement. Mais tout de même, on s'amuse et on se prend au jeu de trouver une partenaire pour faire équipe. Les séquences de jeu sur la plage ainsi que dans le casino sont assez nulles et répétitifs. Franchement, au bout d'un moment, on tourne en rond et on s'ennuie un petit peu. Et ouais, comme je l'ai dit, ils ont quand même plus misé sur les scénarios photos et sur les atouts féminins. Et étrangement, il a été très bien noté par la critique. Il faut avouer que les graphismes sont loin d'être moches, et comme je vous l'ai dit, on se prend facilement au jeu d'essayer de remporter le tournoi. Bon voilà, moi j'ai été franc, hein, je le dis, si j'ai acheté ce jeu-là, c'était uniquement pour mater à l'époque. Je me rends compte qu'avec du recul, c'était très idiot de ma part, mais bon, que voulez-vous? J'étais jeune et stupide. Bon, le prochain jeu est beaucoup plus sérieux, puisque c'était la naissance d'une licence incroyable. Halo, le tout premier Halo, sorti sur la Xbox en 2002. Là, le Master Chief fait son entrée, et franchement, ça cartonne. Oui, je suis d'accord, les graphismes ont bien évolué depuis, mais à l'époque, on en avait plein les yeux. C'était magnifique. Je me rappelle aussi une sacrée anecdote qu'avait eu Marcus, le présentateur de Level 1. Vous allez rire, mais je vais vous parler de l'herbe, du premier niveau. Oui, de l'herbe. Eh bien, c'était vraiment de l'herbe qui était représentée. Non pas une texture moche de vert avec des teintes différentes. Non, je vous parle vraiment de brindilles d'herbe. Vous devez rigoler, mais ça c'était exceptionnel pour l'époque. Halo Combat Evolve est un jeu vidéo de tir à la première personne, donc un FPS. En tentant d'échapper à une armada de Covenants, les extraterrestres, un vaisseau de guerre humain tombe sur une structure inconnue, du nom de Halo. Le joueur incarne un super soldat, le Spartan John 117 Master Chief. Le Master Chief est accompagné par Cortana, une intelligence artificielle intégrée à l'interface neuronale du Spartan. Son scénario, considéré comme très prenant, a été adapté et développé dans des livres. Avec ce premier opus, la grande guerre entre les extraterrestres, que l'on appelle les Covenants, et les humains peut commencer dans les règles avec un beau panel d'artillerie à notre disposition. Le jeu comprend des véhicules, allant du 4x4 au tank, en passant par des véhicules aliens terrestres et aériens, de quoi bien s'amuser. Et sans parler du mode multijoueur, où l'on affronte nos potes en local ou en live. C'est vraiment l'un des meilleurs FPS de tous les temps. Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le 9 novembre 2005, Halo est considéré comme un succès mondial, applaudi par les critiques et recevant de nombreuses récompenses. Ce jeu a clairement fait un tremblement de terre dans le monde du jeu vidéo. Et je pense que c'est grâce à ce jeu que Microsoft a montré à Sony, Nintendo et Sega à l'époque qu'il n'était pas là pour rigoler, qu'il était là pour tout rafler et s'imposer dans le monde du jeu vidéo. Et je pense aussi que c'est à ce moment-là que le bras de fer entre Sony et Microsoft a commencé, bras de fer qui continue encore à l'heure d'aujourd'hui. Le prochain jeu et le dernier jeu de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est toujours sur la Xbox. C'est un jeu que je qualifierais d'assez nul. Alors pourquoi est-ce que le Vinca va vous parler de ce jeu plutôt que d'excellentes firmes comme Fable? Eh bien c'est parce que, comme il était très nul, il m'a marqué et il m'a surtout énormément déçu parce que c'était la suite de Jet Set Radio Future, sorti en 2002. Et j'étais content de voir la suite, mais j'ai vite déjanté. C'est sûr et certain, c'est vraiment la suite de Jet Set Radio sur la Dreamcast, Jet Set Radio Future sur la Xbox. Tout comme le premier opus, ce jeu vous met dans la peau de patineurs qui s'affrontent entre gangs, posent des graffitis et doivent également échapper à la police. Vous aurez à accomplir différentes missions tout au long du jeu pour notamment débloquer tous les personnages jouables. Il est possible aussi de jouer à plusieurs pour des parties allant jusqu'à 4 joueurs sur une même Xbox, puisque la Xbox propose 4 ports sur la façade. Les missions consistent le plus souvent à repasser les graffitis des gangs adverses dispersés dans chaque zone. Il y a également des courses, des figures à exercer, des affrontements contre des policiers et des boss. On peut toujours faire des figures avec nos rollers, les graphismes sont toujours aussi bons et agréables à l'œil. Alors pourquoi est-ce que j'ai été déçu? Eh bien c'est à cause des graffitis. Ils se font automatiquement en pressant une simple touche, et durent moins longtemps par rapport à avant.
Au premier opus, le but était faire des figures avec son stick analogique, alors que là, en appuyant sur un bouton, le graffiti se fait tout seul. Je trouve ça très décevant. Pour ma part, ça m'a enlevé tout l'intérêt du jeu. Comme je vous l'ai dit, avec Jet Set Radio, il y avait une forme de stress quand on ratait nos combos et que l'on voyait la police venir vers nous. Et c'était l'atout majeur. Donc ils ont fait quoi, bordel? Ils ont supprimé cette superbe fonction. C'est tout ce qu'ils ont fait. Je l'attendais, la suite de Jet Set Radio. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Jet Set Radio Futur, qui est hyper décevant. En tout cas, pour ma part, j'ai été hyper déçu. J'attendais nettement mieux. Mais quel gâchis, franchement. Et du coup, ça conclut les jeux sur la Xbox et les jeux de la 6ème génération. Oui, il y avait quand même pas mal de consoles pour la 6ème génération. Ça va être dur de faire une vidéo courte avec tout ça, hein. Et du coup, ça conclut cette vidéo sur Back to the Retro Game. On a clôturé la 6ème génération de consoles. Si toi, ça t'a rappelé tes souvenirs, n'hésite pas à les indiquer dans la section commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il y a une console que tu préférais ou un jeu qui t'a marqué, n'hésite pas à nous le dire, on échangera sur ce point. Ne vous inquiétez pas, la suite de Back to the Retro Game arrivera très vite, je vais conclure cette série de vidéos. Là, je suis au taquet. Après, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, mais ça risque d'être compliqué parce que des fois, il y a beaucoup à dire, notamment avec cette 6ème génération de consoles. Bon, je sais pas si t'es toujours là pour la fin de cette vidéo, mais en tout cas, si tu es toujours là, n'hésite pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, à s'abonner à la chaîne Lucas si tu n'es pas déjà abonné, en activant la petite cloche, ça me ferait très plaisir, ça me soutiendra. Et je sais, je le dis tout le temps ça, mais tous les youtubeurs le disent tout le temps, j'ai l'impression de passer ma vie à dire ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. En attendant, portez-vous bien. Éclatez-vous bien, geekez bien, ressortez les vieilles consoles, ça va leur faire du bien, puis vous, ça va vous rappeler des souvenirs. C'était Linka. Ciao. Bye bye. Aïe.